Bienvenue à tous. Merci de vous joindre aujourd'hui pour ce webinaire avec Cyber Impact. Une petite présentation pour ma part. Donc, je suis Philippe Tifo, je suis directeur des ventes chez VoIP.ms, une entreprise de télécommunications qui est spécialisée en téléphonie IP. On est basé à Terrebonne. En gros, notre mission, là, c'est d'aider des entreprises partout dans le monde à simplifier leur télécommunication, leur communication. Un petit peu sur moi, en plus de ma passion pour le développement des affaires qui définit mon rôle présentement chez Voip.ms. Étant étudiant au HEC en marketing, je m'intéresse à tous les aspects du marketing, le SEO, le SM, la création de contenu, les partenariats avec les créateurs de contenu, etc. Donc, le sujet aujourd'hui, pour moi, est un très grand intérêt. Entre autres, je suis passionné de technologie et de photographie. Mon invité aujourd'hui est Chloé Michalski. J'espère que je prononce bien ton nom. Oui, Directrice, directrice marketing chez Cyber Impact, une société également basée à Terrebonne, spécialisée dans le marketing par courriel. Chloé a notamment une expertise en référencement organique, le SEO, la gestion de communauté et l'analyse des différents métriques marketing pour simplifier un petit peu ses champs d'expertise. Donc, Aujourd'hui, pendant le webinaire, je vous invite à poser des questions. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser des questions au cours et au fil des sujets qu'on va aborder. On va essayer d'y répondre on the fly, comme on dit. Euh, L'agenda aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de VoIP-MS là, très, très court. Ensuite, on va pouvoir faire une introduction de Cyber Impact. Chloé va se charger de ce volet-là. Ensuite, les différents sujets, c'est les avantages de faire du marketing par courriel, certains cas d'utilisation, des use cases, la génération de leads, des prospects informés, fidélisés. Ensuite, les changements et les tendances dans l'industrie, la loi 25 qui nous affecte tous présentement, les nouvelles exigences qui vont arriver en vigueur sous peu là, de Google et de Yahoo, et certains conseils en courriel marketing, notamment pour ne pas tomber dans le spam. Je vais présenter mon écran. Je vais vous présenter un petit peu VoIP-MS pour que vous puissiez savoir un petit peu qui on est. Donc, Votre contact aujourd'hui chez VoIP-MS, si jamais vous avez des questions pour nos services, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées ici, mon adresse courriel, mon numéro de téléphone sans frais direct et un QR code. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de vous accepter. Donc, VoIP-MS, c'est une entreprise de télécommunications de téléphonie IP. Comme je disais, on est basé à Terrebonne. On a été fondé en 2007. On offre simplement de la téléphonie IP. C'est notre expertise principale. On offre des numéros de téléphone dans plus de 20 000 centres tarifaires ou régions, là, proprement parlé, dans le Canada et les États-Unis et un petit peu partout dans le monde. On offre des numéros de téléphone dans plus de 70 pays, des appels internationaux. On est capable de router les appels internationaux dans plus de 125 pays. Les numéros sans frais, les conférences téléphoniques, les SMS, les MMS, etc., etc. On est certifié par tous ces partenaires technologiques-là, un petit peu partout dans le monde, que ce soit des softphones ou des téléphones logiciels, des PBX, des téléphones physiques, des logiciels omnichannel, un petit peu comme Xcali, des SBC d'entreprise, bref, à peu près toutes les compagnies renommées dans le monde certifient les services de VoIP-MS comme étant un fournisseur de téléphonie IP fiable. On est très fièrement certifié par tous ces fabricants et développeurs de solutions là, pour la téléphonie IP. Un petit aperçu de toutes les fonctions qu'on offre, donc RVI ou IVR en anglais. Je ne ferai pas le tour de toutes les fonctions, mais dans le fond, on est capable d'offrir les systèmes de téléphonie du plus simple au très complexe. C'est vraiment juste un petit coup d'œil là, des fonctionnalités qu'on offre en téléphonie hébergée. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'on est capable de supporter. On offre aussi un API. Si jamais vous voulez configurer une interface, notre API est capable de gérer pas mal toutes les fonctionnalités de notre service de téléphonie hébergé. C'est un petit peu plus complexe, mais si jamais vous avez des cas d'utilisation que vous voulez explorer par rapport à la téléphonie et l'API, on peut vous aider avec ça. Nos features, nos fonctions, notamment,
notre service est prépayé ou payable à l'utilisation. On n'a pas de contrat. Notre plateforme est complètement libre-service. On accepte les grands types de paiement, là, Visa, Mastercard, Amex, PayPal, même les virements bancaires. On offre aussi un système de réapprovisionnement automatique et intelligent qui permet, dans le fond, si vous arrivez à un certain threshold en bon français, vous allez arrêter, les services n'arrêteront pas, vous allez pouvoir recharger automatiquement les services. Et on offre aussi les transferts de numéros de téléphone gratuits au Canada et aux États-Unis. Notre équipe, donc ça c'est l'équipe presque complète. Moi, je suis le petit dans le milieu. Euh, J'aime bien cette photo-là, j'aime beaucoup cette photo-là. Ça démontre une très grande diversité. On est une équipe basée en partie au Québec, au Mexique, aux États-Unis. Donc, vraiment une grande diversité de gens. J'apprécie beaucoup cette photo-là. Ça démontre vraiment le, le genre de l'entreprise dans laquelle j'évolue. En termes de support, on offre les services support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, par clavardage, par billet, par courriel, billet, ticket. Et on offre les services de support en français, en anglais et en espagnol. On a différentes bases de connaissances. On a un wiki avec un paquet d'informations que vous pouvez retrouver. C'est wiki.voip.ms. Ça vous permet, dans le fond, de trouver toutes les outils nécessaires pour configurer des téléphones, nos fonctionnalités, différentes questions générales à propos de la téléphonie IP. Sinon, on a un channel YouTube avec plein de tutoriels, des webinaires, des entrevues. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Et on a un community forum, un forum communautaire qui est community.voip.ms. Ça permet aux clients d'échanger entre eux pour trouver des solutions à certains problèmes, des fois qui peuvent être complexes, ou simplement avoir des idées de développement de projets de télécommunication. Rapidement, et c'est pas mal la fin après ça de ma petite promo. On a un code promo en ce moment pour le webinaire. Si vous allez avoir 10 de crédit chez VoIP MS bonus pour les nouveaux clients, tout simplement utiliser le QR code ou utiliser le code promo CyberImpact quand vous abonnez chez VoIP MS. Ça va être valide jusqu'au 23 février 2024. Donc, pour ma part, c'est complet pour la présentation de VoIP MS. Avez-vous un nouveau service à offrir en succursale? Bref, c'est un moyen facile d'informer vos clients en général. C'est aussi une bonne façon de rester dans la tête de vos abonnés, de vos clients. Est-ce que les gens reconnaissent votre marque en fournissant régulièrement justement du contenu ou des envois par courriel? C'est une bonne façon de rester dans leur tête. Ils vont se souvenir de vous. Si vous arrêtez les communications, ben, il y a tellement de compétition qu'il y a de bonnes chances qu'ils vous oublient puis qu'ils tombent avec un autre compétiteur. Donc, c'est important justement de rester dans leur tête, de dire que vous êtes là, de les garder engagés. Aussi, c'est une méthode de marketing qui est peu coûteuse. Donc, on parle d'un retour sur investissement de 36 à 40 pour chaque dollar dépensé. Contrairement, par exemple, au marketing traditionnel, par exemple, des espaces publicitaires sur des panneaux d'autoroute, des affichages dans des abribus, le marketing par courriel, ça reste une solution qui est vraiment plus abordable et qui demande moins d'efforts en général. Ce qui est le fun aussi, c'est que on appelle ça pay as you grow, donc payer en fonction de votre croissance. Donc, pour une compagnie qui démarre, qui n'a pas beaucoup de contacts, c'est très abordable. Puis plus la compagnie fait grandir ses listes d'abonnés, ben là, le coût va augmenter en fonction de la croissance de la compagnie. Donc, ça s'ajuste dans le temps, juste, ce qui est vraiment bien, dans le fond, pour les PME surtout. C'est aussi une méthode qui permet d'atteindre les utilisateurs à tout moment, que ce soit en fonction des fuseaux horaires, sont où dans le monde. Donc, avec presque 83 et 83 des utilisateurs de téléphones intelligents sur Terre, c'est pas étonnant de constater, dans le fond, de la popularité que les gens consultent leur courriel sur leur téléphone intelligent. Donc, c'est un moyen de les rejoindre sur l'horaire du lunch, s'ils sont en déplacement pour se rendre au bureau, par exemple. C'est une belle façon de les rejoindre sur leur téléphone. On n'est pas toujours assis devant notre ordinateur. Ça permet aussi de mieux connaître vos clients, vos abonnés ou vos prospects. Donc, en envoyant des formulaires, par exemple, des sondages
ou en observant le comportement de vos abonnés, dans le fond, sur vos infolettes, en regardant, quel lien ils cliquent, le taux d'ouverture, bref, ça vous permet de recueillir des données utiles, puis ensuite d'envoyer des communications qui sont plus susceptibles de les intéresser. Finalement, c'est un résultat qui est presque instantané. Donc, c'est un outil puissant qui permet de générer des conversions, qui permet de stimuler les ventes, de rediriger du trafic vers votre site web. Dans le fond, le parcours d'achat avec le marketing par courriel est beaucoup plus direct que si quelqu'un doit se rendre, à une boutique physique en personne, par exemple. Tu sais, tout se fait à partir du téléphone ou de l'ordinateur, c'est plus rapide. Et aussi, c'est facile à suivre et de mesurer dans le temps. Je vous donne un bon exemple. Quand j'envoie justement des invitations pour des webinaires, 1 heure après, c'est là que j'ai le gros pic d'inscription. Donc, c'est presque instantané. Dès que j'envoie une invitation, tout le monde va s'inscrire. Ça pourrait être la même chose pour une boutique. Donc, tu envoies une grosse promotion, par exemple, pour le Black Friday. Bien, ça ne sera pas long qu'on va voir les ventes augmenter associées à cette campagne-là de marketing par courriel. Donc, on va passer à la prochaine slide. Il y a différents contrairement à ce qu'on pourrait penser, le marketing par courriel, ça ne sert pas uniquement pour le e-commerce. Ça peut aussi servir pour générer des prospects, donc avoir de nouveaux clients, attirer de nouvelles personnes. Ça peut aussi servir à informer et fidéliser vos abonnés, donc envoyer, des informations justement par rapport à vos promotions, envoyer du contenu à valeur ajoutée pour les informer sur des sujets pertinents et finalement aussi pour collecter des données. Quand je parle de collecter des données, ça peut être au travers de sondages ou de formulaires. Par exemple, vous êtes un concessionnaire automobile, vous pourriez demander quand les gens s'inscrivent, vous pourriez demander est-ce qu'ils recherchent une voiture hybride? Est-ce qu'ils recherchent une voiture électrique ou plutôt à essence? Dans combien de temps ils pensent se départir de leur voiture pour en trouver une nouvelle? Est-ce qu'on parle de 3 mois, 6 mois, 1 an et plus? C'est quoi leur budget? C'est quoi leur couleur préférée? Bref, en fonction des données que vous allez recueillir, vous allez pouvoir envoyer justement des communications qui vont vraiment être ciblées par rapport à ce que le client recherche. On s'entend, si moi, je veux une voiture électrique, qu'on m'envoie juste des infolettes qui parlent de voitures à essence, ben, je risque de me désabonner, ça ne sera pas pertinent pour moi. Ensuite, on va parler comment utiliser le marketing par courriel pour générer des prospects sur la prochaine slide. Donc, j'ai mis une petite image de l'entonnoir de vente, mais je me base aussi sur ça pour créer mon contenu. Donc, attirer une notoriété, ça va être des sujets très variés. Par exemple, les avantages de faire du marketing par courriel. Ensuite, au niveau considération, informer, bien là, on va y aller un peu plus en profondeur. Donc, on va envoyer du contenu qui va être plus informatif. Par exemple, qu'est-ce que ça prend, comment démarrer pour faire du marketing par courriel, quoi faire comme contenu, comment bâtir un calendrier pour faire des campagnes de marketing. Ensuite, on va aller dans l'entonnoir de conversion. Le but est de convertir. Donc, la personne, elle sait qu'elle veut passer à l'achat. À ce moment-là, ça serait plutôt de lui donner des guides comparatifs, par exemple, je donne un exemple, Cyber Impact versus Mailchimp. Donc, il y a plusieurs options sur le marché. Ça serait de savoir comment choisir la bonne option pour vous. Et la dernière étape, c'est de fidéliser. Parce que souvenez-vous, c'est plus facile de garder des clients que vous avez déjà que d'essayer d'aller en chercher des nouveaux. Donc, c'est important de les garder engagés dans le temps. Comment utiliser le marketing par courriel pour générer des prospects? Hop, on va juste rester à l'autre slide d'avant. Bien, premièrement, ça vous fait encourager les visiteurs de votre site web à s'inscrire à votre infolette pour recevoir des mises à jour, des conseils ou des informations pertinentes. Vous pourriez proposer des e-books ou des livres électroniques, des guides gratuits en échange d'une adresse électronique. C'est des ressources qui peuvent être super utiles pour eux, puis vous, en échange, ça vous permet d'avoir des adresses courriels. Vous pourriez inviter des prospects à participer à un webinaire, un atelier en ligne, un événement virtuel en échange de leurs coordonnées. Encore une fois, ça leur permet d'avoir des informations nécessaires en échange d'une adresse courriel. Vous pourriez envoyer des enquêtes, des questionnaires pour recueillir des informations. Et finalement, vous pourriez envoyer des courriels de suivi à vos abonnés qui semblent les plus engagés. Donc, ceux qui vont ouvrir le plus souvent vos courriels, ceux qui vont cliquer sur tel lien. Donc, ceux qui montrent un engagement vers vos envois par courriel, vous pouvez leur envoyer plus de contenu parce qu'ils montrent qu'ils sont déjà très intéressés. Ensuite, de rentrer leur adresse courriel pour s'inscrire.
Il y a 2 autres exemples en dessous que c'est pour télécharger un guide électronique. Donc même chose, les gens pour pouvoir télécharger le guide, dans ce cas-ci, c'est comment bien démarrer le marketing par courriel. On informe les gens qu'on a besoin de leur adresse courriel et qu'on va les abonner à l'infolette pour recevoir du contenu pertinent en échange d'un guide. Sur la Certaines prochaine valeurs, une certaine échange de valeurs qui se produit ici. Là. Dans le fond, les gens s'abonnent pour recevoir quelque chose qui va les informer plus que juste un speech publicitaire. Tu sais, ici, avec euh, un livre blanc ou un e-book, là, si on peut voir, là, ça leur permet justement comme une contrepartie qui se produit ici finalement. Là. exactement. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir quelque chose en échange au client. Moi, il me donne son adresse courriel, donc en échange, je vais lui fournir de l'information pertinente pour lui. Sur la prochaine slide, j'ai mis des exemples de formulaires que c'est possible de faire dans CyberImpact. Donc, il y a 2 types. Il y a le formulaire hébergé. Le formulaire hébergé, c'est comme une landing page à part séparée. Les gens cliquent sur le lien pour pouvoir se rendre à ce formulaire-là. Dans l'exemple suivant ici, j'ai dit, ben, on mentionne en fait que en échange de s'inscrire à l'infolette, les gens vont pouvoir recevoir des conseils pratiques, par exemple, ou obtenir des informations par rapport aux activités qui vont avoir lieu de pêche ou autres, dépendamment de c'est quoi votre entreprise. Et l'autre exemple, c'est un iframe. Donc, un iframe, c'est seulement les champs que les gens doivent compléter qui vont être intégrés à même votre site web. Donc, au lieu de devoir cliquer sur un lien pour ensuite aller à un autre formulaire, le formulaire est intégré à même le site web et une fois que les gens rentrent leurs informations que vous demandez, que ce soit adresse courriel, téléphone ou non, les gens vont s'abonner à l'infolette. Donc, les 2 méthodes sont bonnes. Ces 2 possibilités, dans certains cas, par exemple, si vous êtes à un salon d'exposants, ça peut être bien d'avoir le formulaire hébergé, par exemple, sur votre écran. Comme ça, les gens, ils ont déjà le formulaire, ils peuvent s'inscrire au lieu de devoir aller sur le site web. Donc, c'est 2 méthodes qui marchent très bien, des possibilités. Ensuite, comment utiliser le marketing par courriel pour informer et fidéliser vos membres? Alors, premièrement, envoyez régulièrement des infolettes informatives à vos abonnés pour les tenir au courant des dernières actualités de votre entreprise. Leur envoyer des nouvelles tendances, vous pouvez leur envoyer des statistiques par rapport à l'industrie. Bref, juste des conseils en général pour aussi qu'eux s'améliorent, grandissent avec votre entreprise, pour les amener à un autre niveau, si je peux dire ça. Sinon, vous pouvez annoncer, des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez annoncer des améliorations de produits, faire le lancement de nouveaux services. Bref, le but, c'est de tenir vos abonnés informés. Puis justement, des fois, c'est moins connu les nouveaux services qu'on lance, donc ça permet un peu de mettre l'accent sur: «Hey, on offre maintenant une offre personnalisée, allez focusser sur ce nouveau service-là». Ça permet aussi d'offrir, aux abonnés un accès exclusif à du contenu, par exemple, que ce soit des articles de blog, des vidéos, des études de cas qui ne sont pas disponibles publiquement, mais seulement à partir de l'infolette. Donc, c'est un plus-value de s'abonner, dans le fond, à votre infolette parce que les gens vont savoir qu'ils vont recevoir un petit plus en s'abonnant. Finalement, vous pouvez envoyer des courriels personnalisés pour, célébrer, par exemple, les anniversaires de vos abonnés ou l'anniversaire de quand qui se sont inscrits à votre liste et leur donner une offre spéciale, un cadeau en guise de remerciement. Vous pouvez aussi envoyer des offres spéciales, des coupons rabais, des codes promo pour, des périodes de l'année, par exemple, comme la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Vous pouvez aussi organiser des concours, des tirages au sort, qui sont uniquement destinés pour ceux qui sont abonnés à votre infolette. Ça peut être une façon attrayante justement de les attirer à s'inscrire à votre infolette. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis abonnée au Strom Spa, qui est un spa, qui a plusieurs emplacements au Québec. Puis eux, à chaque mois, ils envoient un concours aux abonnés pour avoir un accès au bain, pour 2 personnes. C'est super facile à mettre en place pour eux parce qu'ils ont déjà toutes les infrastructures. Ça leur permet juste de faire des heureux parmi leurs abonnés ou de créer une sorte d'excitation de: «Ah, j'ai peut-être une chance de gagner ce concours-là». Ça ne m'a rien demandé de plus, je suis déjà abonnée à l'infolette. C'est juste ça me donne envie de rester abonnée. Ça permet aussi d'encourager les abonnés à partager leur retour d'expérience, envers votre entreprise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand une entreprise me demande de remplir un court questionnaire sur mon expérience avec eux,
J'ai l'impression que c'est important pour eux, le service à la clientèle, qui se soucient justement de leurs clients, qui veulent s'améliorer. Donc en offrant cette possibilité-là à vos prospects, à vos clients, à vos abonnés, c'est un plus pour eux. Puis finalement, vous pouvez aussi faire des sondages pour, demander qu'est-ce que les gens aimeraient avoir, je vous donne un exemple. Je pourrais envoyer un infolette et demander quel sujet est-ce que les gens aimeraient que je couvre dans un prochain webinaire. Mettons que je suis en manque d'idées ou juste que j'aimerais ça savoir quel sujet que vous voulez que je parle plus en profondeur. Bref, il y a vraiment une foule de possibilités. Pour les entreprises, surtout qui font même développement de produits ou développement web, ou peu importe, là, que ce soit ça soit seulement sur le web ou des produits physiques, le retour, tant l'expérience, mais aussi euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme tu parlais du Strom Spa, peut-être qu'il offre il y a certaines expériences que le client retrouve ailleurs, mais il affectionne particulièrement le Strom Spa, puis il aimerait ça peut-être retrouver cette expérience-là au Strom Spa. Puis ça permet d'être capable d'être à l'affût, d'être un petit peu plus en contact avec sa clientèle, puis d'adopter ou d'adhérer à le développement de l'entreprise, de diriger le développement de l'entreprise en fonction des besoins réels des clients plutôt que juste un feeling qu'un entrepreneur a. Je pense que le retour des clients, quand on leur demande leur avis, est extrêmement valorisable. Il y a une valeur très, très importante. Euh, Personnellement, je fais comme toi, là. À chaque fois qu'il y a possibilité de donner notre avis. Je m'abonne à une application, puis après ça, je fais la période d'essai. Si ça ne me convient pas, ils me demandent mon feedback, mais ça me fait plaisir de leur donner mon feedback par rapport à pourquoi j'adhère pas ou pourquoi j'ai adhéré, là, peu importe, là. Mais je pense que c'est vraiment une très bonne façon d'obtenir des orientations. Ça peut être stratégique même de ton entreprise pour être capable de bien te développer, là. Exactement. Sur la prochaine slide, j'ai mis justement des exemples, de de courriels que vous pourriez envoyer. Donc justement, ici, il y a un micro-sondage que j'avais intégré à même un envoi par courriel où je demandais à quelle fréquence les gens envoyaient une infolette. Puis ensuite, pour obtenir la réponse, c'était dans un prochain envoi par courriel. Donc, il y avait une sorte d'excitation de savoir, ah ben j'ai hâte d'ouvrir le prochain courriel pour savoir les gens envoient des infolettes à quelle fréquence. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois? Bref, c'est une façon vraiment facile d'engager les gens et puis aussi de vouloir lire la prochaine infolette. Le deuxième exemple, c'est un modèle qui est disponible dans Cyber Impact et justement, c'est, par rapport à un spa pour la fête des mères qui donne un code promo qui a 20 si les gens utilisent MAMAN20 pour un prochain achat au spa. C'est un exemple fictif, là, c'est un modèle qui était justement basé je me suis, servie justement de ce que Strom Spa fait pour créer ce modèle-là et le dernier modèle, c'est plus une infolette informative. Donc ici, le but, c'est de rendre que les gens cliquent sur le lien pour créer du trafic vers le site web, en cliquant sur, des articles de blog pour avoir plus d'informations sur des sujets pertinents. Donc, il y a des gros changements en ce moment qui se passent dans le monde du marketing par courriel et dans d'autres, secteurs. Vous avez sûrement entendu parler de la loi 25. Je pense que les gens commencent à être tannés. Ça fait bientôt 3 ans que c'est entré en vigueur. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi la loi 25, donc c'est une loi québécoise et non canadienne sur la protection des renseignements personnels et la vie privée des Québécois. Donc, elle vise surtout à renforcer la protection des renseignements personnels des citoyens, la réglementation, la collecte, l'utilisation, la communication et la conservation des données, autant pour les entreprises privées que pour les organismes publics. Donc, ça touche également les OBNL. Et cette loi-là est entrée en vigueur le 22 septembre 2022. Elle se fait en 3 phases. Donc, à chaque 22 septembre des trois dernières années, il y a eu des nouvelles, exigences à mettre en place. Donc, le 22 septembre 2022, le 22 septembre 2023 et il va y avoir le 22 septembre 2024. Il y a aussi eu, récemment, le 3 octobre, Gmail, a annoncé des nouvelles exigences en matière de livrabilité pour les expéditeurs
et Yahoo a décidé d'emboîter le pas quelques semaines après. Le but, c'est d'améliorer l'expérience, utilisateur pour, réduire le flot de pourriels, juste parce que les gens reçoivent de plus en plus de communications. C'est pas toujours pertinent, donc c'est d'avoir un meilleur contrôle à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'a fait la loi 25? En gros, premièrement, il y a eu un impact sur le consentement et la transparence sur la façon dont les données sont collectées et utilisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Pour les entreprises, c'est important de préciser les utilisations prévues concernant la collecte et des renseignements personnels. Donc, de quelle façon les données sont collectées? Qu'est-ce qui va être fait par rapport aux données collectées? Est-ce que ça va être pour faire de la publicité? Sur Google Ads, de faire du retargeting? Est-ce que ça va être conservé à l'interne? Est-ce que ça va être partagé avec d'autres personnes? Donc, c'est vraiment d'informer les gens sur qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la collecte des données. Finalement, ensuite, dans le fond, il y a un impact au niveau de la demande des consentements. Ils doivent être formulés dans un langage clair et simple pour faciliter la compréhension. Allez pas mettre un paragraphe de 600 mots qui parle de consentement. Si c'est pas nécessaire, vous pouvez juste faire une phrase. Et s'il y a un non-respect de la loi 25, ben, les entreprises peuvent faire face à une amende qui peut représenter quelques milliers de dollars. Donc sur Comme, la prochaine Chloé, comme c'est un enjeu quand même plutôt légal, je ne peux pas vraiment élaborer trop sur le sujet. Par contre, est-ce que le webinaire que tu as fait est disponible sur la chaîne YouTube de Cyber Impact? ouais, exact. J'ai fait un webinaire avec un avocat, qui est en août, je crois. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Cyber Impact. Puis je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'à la fin, surtout les gens ils posent des questions assez précises, puis étant donné que c'est un avocat, il répond vraiment bien. Moi, je peux pas trop développer sur le sujet, je peux seulement donner des conseils. On a aussi une page qui s'appelle La loi 25 que vous pouvez retrouver dans le footer du site web de Cyber Impact qui a été rédigé et approuvé par des avocats. Donc, l'information que vous y trouvez est très légitime. Donc, c'est ça, je peux pas trop développer étant donné que je suis pas avocate, mais je vous conseille d'aller voir cette documentation-là justement parce qu'elle a été approuvée par des avocats. Donc, voilà. Parfait. Donc, on a une question ici par rapport à Google Yahoo. Je pense que c'est le prochain sujet. Je vais laisser Chloé élaborer là-dessus. Donc, pour la suite, donc Pascal, euh, on va y venir sous peu. Donc, il y a des changements à apporter, effectivement. Je pense que Chloé va avoir certains conseils pour nous très rapidement. Donc, je te laisse. Exact. Donc, juste pour finir avec la loi 25 concernant les impacts qu'il peut avoir sur le marketing par courriel, nous, on a trois choses qu'on vous recommande de faire. Alors, premièrement, c'est de privilégier les formulaires avec l'option de double opt-in. Donc, l'option de double opt-in, ça fait que la personne, lorsqu'elle s'inscrit à votre infolette, elle va recevoir un courriel et elle doit cliquer pour valider que c'est bien elle qui s'est inscrite à votre infolette. À quoi ça sert de faire ça? Bien, premièrement, ça valide que la personne a bel et bien fait l'inscription elle-même et que ce n'est pas, par exemple, un ami ou quelqu'un d'autre qui s'est trompé dans l'adresse courriel et qui a rentré n'importe quoi. Ça donne que c'est envoyé à quelqu'un d'autre. Donc, ça permet de valider, dans le fond, que c'est bien le propriétaire de l'adresse courriel en question. C'est possible de faire ça dans Cyber Impact d'ailleurs. L'autre conseil qu'on donne, c'est de privilégier les consentements exprès. Pourquoi? Parce que c'est souvent considéré comme étant plus fiable en matière de marketing par courriel. Ça signifie que la personne a explicitement et volontairement donné son consentement pour s'inscrire à votre infolette. Donc, souvent, c'est que quand elle va s'inscrire, il va y avoir un petit carré qui coche comme quoi que la personne est bel et bien consciente qu'elle s'inscrit à l'infolette, par exemple, au lieu que ce soit juste rentrer son adresse courriel qui ait aucune autre validation par la suite. Dans le fond, il y a les consentements exprès puis il y a les consentements explicites. Consentement exprès, c'est que c'est possible d'avoir une preuve informatique ou numérique que la personne s'est bel et bien inscrite à votre infolette. Donc, grâce au petit crochet, par exemple, alors qu'un consentement euh, implicite ou tacite, ça a deux noms. Ça va être, si, par exemple, vous êtes à un congrès, vous avez un kiosque, puis les gens vous donnent leurs cartes d'affaires et vous leur mentionnez à voix haute: je vais vous rajouter à notre liste d'abonnés d'infolettes pour que vous receviez nos communications.
oui, il y a un consentement verbal, mais vous n'avez pas de preuve électronique. Avec la loi 25, c'est vraiment conseillé d'avoir justement des preuves. C'est dur après de prouver avec un consentement tacite que la personne est bel et bien approuvé qu'elle était d'accord à s'abonner à votre infolette. Et dernièrement, le dernier conseil que je recommande de faire, dans le fond, c'est de faire des campagnes de consentement exprès. Donc, vous pourriez cibler tous vos contacts que c'est un consentement tacite. Dans CyberImpact, c'est écrit à côté de l'adresse courriel si c'est un consentement tacite ou exprès, par exemple. Et c'est d'envoyer un courriel avec ces gens-là qui expliquent pourquoi est-ce que vous faites, par exemple, cette campagne-là, parce que vous vous souciez de la loi 25, que vous voulez être sûr que les gens sont vraiment intéressants envers votre infolette, de cocher que maintenant, ils sont prêts, d'enfants à recevoir vos communications et ils vont ainsi passer d'un consentement tacite à un consentement exprès. Donc, c'est ce qui fait le tour en termes de conseils que je vous recommande fortement de faire pour la loi 25. Encore une fois, il y a plus de détails par rapport à ces 3 techniques-là, dans le footer, dans le bas de page du site web de CyberImpact, c'est écrit loi 25. Il y a plein de liens qui vont vous dire comment réaliser, une campagne, par exemple, de consentement exprès. Donc, on rentre maintenant dans le sujet qui est très populaire. Dites-moi là dans les commentaires si justement, vous avez entendu parler des nouvelles exigences par rapport à Gmail et Yahoo. Je vois plein de webinaires de d'autres, entreprises qui le font. Bref, donc comme j'ai mentionné, c'est arrivé le 3 octobre. Oui, Heu simplement une question ici. Jacinthe demande, est-ce qu'on dit abonnement ou inscription pour les consentements des infolettres? Les 2 fonctionnent, les 2. Tu sais, tant que vous mentionnez que c'est clair que c'est pour l'infolette. Donc, vous pouvez dire inscription à l'infolette ou abonnement à l'infolette, il y a aucun problème. Parfait, merci. Donc, ces nouvelles exigences-là, c'est important de mentionner qu'elles sont effectives très bientôt à partir du 1er février 2024. Je vais vous parler des impacts si vous ne mettez pas en application les nouvelles exigences. Et l'autre chose qui est importante à retenir, c'est qu'elles visent les personnes qui envoient plus de 5 000 courriels par jour ou 5 000 courriels dans un même envoi à partir d'une adresse Gmail ou Yahoo. Donc, si vous envoyez en dessous de 5 000 courriels, ça ne veut pas dire que vous allez être affecté, mais c'est quand même des conseils qu'on vous recommande de faire parce que j'ai l'impression que les exigences ou les lois deviennent de plus en plus serrées par rapport au marketing par courriel. Donc, la première exigence, c'est quoi? C'est d'authentifier vos courriels à l'aide de protocoles de sécurité comme DKIM, SPF et DMARC. Juste, Donc, juste un petit instant avant qu'on continue, j'aimerais ça. Je vais laisser la parole. Il y a Nathalie qui aimerait poser une question. J'ai comme l'impression, euh, je vais lui permettre de la poser directement. Ça, ça devrait. Donc, Nathalie, la parole est à vous. Vous êtes je ne sais pas si Nathalie, tu es peut-être sur mute ou si tu as un micro fini qui ne fonctionne pas, peut-être écrire dans le d'écrire la chat. question, oui. Ah, pas de question. OK. D'accord, merci. Bon, je vais continuer. Dans le fond, c'est ça. La première exigence, c'est d'authentifier vos courriels à l'aide des 3 protocoles DKIM, SPF et DMARC. Ça fait peur. Si je vous donne la définition de DKIM, c'est Domain Keys Identified Mail. SPF veut dire Sender Policy Framework. Et DMARC, c'est Domain Based Message Authentication. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose vite comme ça, mais en gros, l'authentification des courriels, ça contribue à garantir que votre envoi depuis votre domaine est légitime et que ce n'est pas du spam ou du spoofing. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du spoofing, c'est la falsification intentionnelle de l'adresse d'expéditeur d'un courriel, de l'adresse IP ou d'autres informations pour masquer la véritable identité. Ça aussi, c'est plus technique, là. Pour vous aider à comprendre, j'ai mis une image. Ici, l'exemple que j'ai pris, c'est quelqu'un qui effectue un achat sur le site web et qui devrait recevoir comme courriel, par exemple, le panier d'achat qui dit qu'est-ce que la personne a acheté. Ensuite, c'est envoyé au serveur de messagerie où le DKIM, le DMARC, le SPF
valide que le courriel a bien été envoyé à partir de la bonne adresse IP, du bon domaine. Si elle valide que l'information est correcte, ça va se rendre dans la boîte de réception de votre prospect, de votre abonné ou de votre client. Si c'est refusé, alors il y a de bonnes chances que ça se rentre dans l'adresse, dans les pourriels, dans le fond, ou même que ça soit complètement rejeté, bloqué, que la personne ne puisse même pas recevoir le courriel dans ses pourriels. Donc, c'est à ça que ça sert. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des questions par rapport à comment faire l'authentification des courriels avec le DKIM, DKIM, SPF et DMARC. C'est plus technique. Ceux qui sont clients avec CyberImpact, je vous recommande vraiment d'écrire dans le chat. En ce moment, on a des grosses demandes par rapport à ça, puis les équipes vont vous accompagner pour vous aider justement à respecter tous ces critères-là. Ça demande aussi de votre côté de faire un travail parce qu'il va falloir que vous contactez votre fournisseur de domaine. Bref, je n'entrerai pas en vigueur, mais notre équipe est là pour vous aider à être valide de ce côté-là. Le Donc, deuxième, oui. Sylvie, notamment Sylvie, d'ailleurs, exprimait ce concern-là ici. Quand on n'est pas dans le système d'informatique, dans le service informatique, on comprend rien et comment on fait ça. Donc, c'est très valide comme inquiétude. Euh, Effectivement, donc je vous recommande d'écrire au support de Cyber Impact. Vous allez avoir une bonne marche à suivre, je suis persuadé. Exactement. Puis si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui est plus en TI ou développeur, ça peut être une bonne idée qu'elle vous accompagne. Mais sinon, notre service à la clientèle va vous envoyer des captures de quelle information vous avez besoin. C'est sûr que c'est un peu plus technique, mais on va faire de notre possible pour vous aider à être conforme parce que c'est aussi bon pour vous que pour nous. Pour nous, ça fait une meilleure réputation en tant qu'expéditeur également. Donc, on veut s'aider là-dedans. Finalement, le deuxième impact qu'il va avoir en termes d'exigence concernant Gmail et Yahoo, c'est qu'il faut maintenir un taux de spam inférieur à 0,3. Donc, un taux de spam en français, c'est un taux d'abus et envoyer des courriels pertinents. Qu'est-ce qui va arriver si votre taux de spam dépasse 0,3? Vous risquez que vos envois soient considérés comme du spam, donc envoyés directement dans les pourriels, ou même encore que ce soit complètement rejeté si votre taux est très élevé, par exemple dans les 10. Euh, Pourquoi je dis que c'est pertinent d'envoyer, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'envoyer des courriels qui risquent d'intéresser vos abonnés? C'est qu'en envoyant du contenu pertinent, il y a moins de chances qu'ils signalent vos envois comme étant de l'abus ou comme étant des pourriels. D'où l'importance de miser sur la qualité versus la quantité de courriels que vous envoyez. La dernière exigence, est encore de Gmail et Yahoo, c'est de fournir un système de désabonnement facile en un seul clic et traiter les désabonnements en moins de 2 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les fournisseurs exigent une fonction de désabonnement en un seul clic qui est visible dans l'entête des courriels, dans Gmail, par exemple, pour que les gens puissent se désabonner en un seul clic sans même en devoir entrer nécessairement dans le courriel en question. Ça s'affiche principalement dans Gmail. Et petite parenthèse, si vous êtes client avec CyberImpact, vous pouvez complètement ignorer ce point-là. On s'en occupe pour vous. Donc, c'est plus pour ça qu'il sera avec d'autres fournisseurs comme Mailchimp, Consent Contact ou autres. Pour eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place par rapport à ça. Mais pour CyberImpact, pour le désabonnement en un seul clic, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Finalement, le dernier point, c'est de traiter les demandes de désabonnement en moins de 2 jours. Donc, lorsque quelqu'un fait une demande de désabonnement, essayez de faire le ménage de vos listes aux 2 jours pour ne pas leur envoyer un autre courriel. Par exemple, moi, avant de faire un envoi avec CyberImpact, je vais faire une ménage des listes. Je supprime tous ceux qui ont fait une demande de désabonnement pour pas qu'ils reçoivent encore une communication puis qu'ils se disent, voyons, je me suis désabonné. Comment ça que je reçois encore des communications? Je veux plus en recevoir. Donc, ça va éviter d'avoir d'autres plaintes. Je suis consciente que 2 jours, c'est très serré. Mais comme j'ai mentionné, ils veulent resserrer les exigences pour améliorer l'expérience utilisateur, puis parce qu'il y a trop d'entreprises qui ne respectent pas le fait justement que les gens se sont désabonnés, puis ils renvoient encore plusieurs communications avant que vous soyez bel et bien désabonné. On a ici, il y a deux points.
Merci. Un petit commentaire par ailleurs. Marjorie qui exprime que le service à la clientèle est super chez Super Impact. J'imagine c'est valide. Merci. Nolina et Patrick demandent comment connaître le taux de spam, peut-être avec Super Impact ou autre, là, mais est-ce qu'il y a une façon de le savoir? euh, c'est quoi le pourcentage ou le ratio de spam? C'est ça, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas d'outils dans CyberImpact qui permettent de le connaître. J'ai sorti un article de blog dernièrement sur le site web de CyberImpact qui s'appelle Nouvelles exigences de Gmail et Yahoo, que j'ai envoyé dans une infolette la semaine passée également. Et dans l'infolette, je mentionne qu'il y a un outil qui s'appelle Postmaster Tool de Google qui permet de connaître c'est quoi votre taux d'abus. Sinon, je vous dirais de vous fier au nombre de désabonnements que vous avez par un envoi. Par exemple, vous envoyez votre infolette à 5000 personnes, il y a 50 personnes qui se désabonnent. Faites un produit croisé pour savoir ça représente quel pourcentage de gens qui se sont désabonnés. Ça va pouvoir vous donner une petite idée générale de OK, ben si mon taux de désabonnement est dans les 10%, mon taux d'abus doit s'y rapprocher, donc je devrais peut-être faire attention et envoyer des communications plus personnalisées ou justement faire le ménage plus souvent de mes listes d'envoi parce que c'est mieux d'avoir des listes de contacts à jour et de qualité de gens qui sont réellement intéressants vers votre entreprise versus juste plein d'adresses courriel qui se sont inscrits pour aucune raison nécessairement. Mais le taux de désabonnement, puis le taux de spam, c'est pas, il n'y a pas une corrélation directe. Non, c'est ça. C'est pas parce qu'ils se désabonnent nécessairement qu'ils t'ont rapporté comme spam, mais c'est sûr que Exact. ça peut être un bon indicateur. Sinon, d'autres questions quand même pertinentes ici. Plusieurs personnes demandent si on fait affaire avec Cyber Impact, est-ce que le désabonnement est pris en charge automatiquement? Est-ce que euh, les adresses courriels peuvent être retirées automatiquement des listes une fois que le désabonnement a été demandé? Donc oui, dans le fond, ils vont être envoyés dans des abonnements, mais c'est quand même important d'aller les supprimer ensuite, ces adresses courriels-là, juste pour être sûr que vos listes soient vraiment à jour. Ou ça va surtout être pour les gens qui vont recueillir des adresses courriels de plusieurs endroits. Par exemple, nous, c'est parce qu'on a Intercom, on a Zapper, on a d'autres connexions qui se font. Et je dois aller chercher les désabonnements qui arrivent de partout pour être sûr qu'ils sont désabonnés de chacune de mes listes. C'est un peu plus complexe. Je dirais que ça touche peut-être plus les agences justement qui gèrent plusieurs clients en même temps. Mais généralement, si vous avez juste quelques listes et que vous faites quelques envois, les désabonnements vont se faire automatiquement. Parfait, parfait. Donc, oui, Sylvie, on va envoyer l'enregistrement du webinaire pour ceux qui se posaient la question. Donc, merci pour cette réponse-là. Je vais juste vérifier. Mentionner les changements à faire avant le 3 janvier pour se conformer. Là, je pense que c'est au mois de février, les changements, la date de tombée pour Google et Yahoo. C'est pas le Exact. 23 janvier. Euh, Est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires? Ben, en fait, il va y avoir certains changements, comme Chloé expliquait, euh, plutôt techniques là, pour être capable de se conformer aux changements de Google et Yahoo pour la délivrabilité des courriels. Sinon, je pense que les autres étapes par la suite, c'est plus quasiment comme de la maintenance qu'une action proactive. Euh, je pense que ça fait Exact. Puis, tu sais, on est conscient que le 1er février, c'est très bientôt. Gmail et Yahoo, ils ont pas laissé beaucoup de temps, dans le fond, aux expéditeurs de s'ajuster à ces nouvelles exigences-là. Même si on dépasse le 1er février, contactez-nous, il n'est jamais trop tard pour justement qu'on fasse la configuration de votre DKIM, SPF et DMARC. C'est vraiment important, surtout comme j'ai mentionné, les règles, les exigences vont de plus en plus se renforcer. Donc, c'est dans votre intérêt de le mettre de l'avant, même si vous êtes en retard. Dites-vous pas que parce qu'on est passé le 1er février, il est trop tard. Non, on va quand même le faire. Donc, voilà. parfait. Sinon, Geneviève demande techniquement si on utilise un courriel avec un domaine autre que ces deux-là. Si je comprends bien, c'est pas le domaine qu'on utilise pour expédier, mais c'est plutôt ceux qui reçoivent les courriels. Donc, ceux qui ont des adresses courriel Gmail et Yahoo qui vont être surtout impactés par ces changements-là. Il peut y avoir d'autres notions techniques un petit peu en dessous de ça, mais
Je pense que c'est surtout ceux qui reçoivent le courriel, si ces changements-là ne sont pas faits, qui ne vont pas recevoir les courriels ou en tout cas qui vont être peut-être flagués comme courriel. Euh, si j'ai bien compris? Ben, il y a ça, mais il y a aussi, c'est qu'on a plusieurs, par exemple, clients que, au lieu d'avoir une adresse professionnelle pour faire les envois par courriel, ça va être une adresse personnelle. Je donne un exemple. Je pourrais être inscrit, je pourrais avoir un compte avec Cyber Impact et décider d'envoyer mes envois à partir d'une adresse personnelle comme chloémichalski@gmail.com. Là, à ce moment-là, je vais être pénalisée parce que j'utilise une adresse Gmail ou Yahoo pour faire des envois de masse. C'est recommandé d'avoir une adresse, j'allais en parler un peu plus loin, mais c'est vraiment recommandé d'avoir une adresse courriel professionnelle pour faire vos envois de masse. Quand je parle d'adresse professionnelle, je fais référence au nom de domaine de votre entreprise. Donc, ça serait dans mon intérêt d'envoyer des adresses courriel à partir de chloémichalski@cyberimpact.com au lieu de @gmail.com. C'est très important d'avoir justement un domaine d'entreprise. C'est une belle façon aussi, d'être plus légitime envers vos abonnés, d'envoyer d'une adresse courriel officielle plutôt que personnelle. Je ne sais pas si ça D'accord. répond à Ben, la question. En fait, je pense que l'angle de la question, c'était plutôt si on envoie les courriels à partir d'un nom de domaine professionnel, qu'on ne devrait pas être affecté. Mais moi, ce que je Non, comprends, c'est ça. c'est surtout c'est les gens qui reçoivent ces courriels-là sur des Gmail ou sur des Yahoo qui vont être notamment affectés Exact. par ces changements-là. Donc, un commentaire supplémentaire. Donc, nous, de Geneviève, nous, on envoie beaucoup de courriels. Alors, si c'est envoyé à des Gmail, c'est possible que le client ne le reçoit pas. Si je comprends bien, si les changements n'ont pas été faits, effectivement, c'est les Gmail et les Yahoo qui vont risquer de ne pas recevoir les courriels qu'on envoie. Exact, ça va dans les 2 sens. Donc, autant que vous envoyez d'un Gmail Yahoo ou que vous envoyez à Gmail Yahoo, il va y avoir des impacts. Même si vous utilisez une adresse courriel professionnelle, ce qui est fortement recommandé pour faire vos envois, vous devez quand même faire les 3 exigences de Gmail et Yahoo, dont l'authentification des courriels. C'est toutes des bonnes pratiques qui vont, faire en sorte que vos courriels se rendent à destination dans la boîte de réception de vos abonnés. Génial, merci. Et finalement, justement, la dernière, diapositive, c'est des conseils pour ne pas tomber dans le spam. Donc, c'est très relié justement aux nouvelles exigences de Gmail et Yahoo. Donc, premièrement, obtenir le consentement exprès, ça a un impact direct par rapport à la loi 25. Je vous ai expliqué un peu plus tôt comment faire pour obtenir des consentements exprès. Ensuite, c'est d'envoyer du contenu à valeur ajoutée qui intéresse vos abonnés. Donc, si vous avez des communications pertinentes, il y a moins de chances que ceux-ci signalent vos courriels comme étant, du spam, des pourriels ou autres. Troisièmement, c'est de faire régulièrement le nettoyage de vos listes. Donc, supprimer les adresses courriels qui sont obsolètes, inactives, supprimer, par exemple, les adresses courriels de vos contacts qui n'ont jamais ouvert aucun de vos courriels, par exemple. Ça montre qu'ils n'ont pas d'engagement envers votre marque, qu'ils ne sont pas intéressés, donc c'est pas nécessaire de les garder. Finalement, c'est aussi de faire de la segmentation et d'envoyer des communications personnalisées. Quand je parle de segmentation, je fais un retour sur l'exemple que j'ai donné par rapport au concessionnaire automobile. Allez pas envoyer des courriels qui parlent de voitures à essence à quelqu'un qui veut une voiture électrique. C'est un exemple par rapport à la segmentation. Sur la prochaine diapositive, je donne aussi comme conseil assurez-vous d'être conforme avec vos lois en vigueur, autant dans votre pays que votre région. Donc, au Canada, il y a la LCAP, aussi appelée Loi canadienne anti-pourriel. Il y a la loi 25 au Québec, donc une réglementation supplémentaire pour ceux qui sont au Québec. Il va aussi avoir bientôt une réglementation supplémentaire pour le reste du Canada, mais on n'entrera pas là-dedans. Ça va être essentiellement comme la loi 25, mais pour le reste du Canada. Il y a le RGPD en Europe qui est aussi très sévère par rapport aux envois par courriel. Finalement, l'autre conseil, c'est faites votre authentification des marques SPF, des KIM, tel que mentionné. Évitez certains mots-clés qui risquent de déclencher les filtres anti-spam comme gratuit, pas cher, acheter, urgent,
promo, cash. C'est tous des mots qui ont des chances de faire déclencher les titres anti-spam et d'envoyer votre infolette justement dans les pourriels de vos abonnés plutôt que de les envoyer dans la boîte de réception. C'est pas automatique. Ça peut arriver que ça va passer, que ça va se rendre à la bonne destination, votre envoi, mais c'est quand même des choses qu'on recommande de ne pas faire. Et On a une petite finalement, question ici oui, qui est un petit peu en lien avec la recommandation numéro 7. Est-ce que les boutons Call to Action dans le courriel, dans l'infolette ou dans est-ce que ça peut déclencher, est-ce que ça peut être un trigger pour les spams? c'est sûr qu'il y a certains mots-clés que je pense peuvent être un trigger, mais c'est vraiment plus important dans la ligne d'objet. C'est ça l'important. Tu sais, un call to action, acheter ou promotion, code promo, ça ne va pas faire déclencher les filtres anti-spam. C'est plus, je sais pas, moi, s'il y aurait les mots pirate informatique ou tu sais, des choses qui sont plus ou moins légales, que là, il y aurait peut-être des chances que ça soit déclenché dans les filtres anti-spam. Encore là, c'est pas une science exacte, mais il semblerait que quand il y a certains mots utilisés comme ça, il y a des chances que ça soit signalé comme des pourriels. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, mais dans mon cas, j'ai beaucoup plus de courriels qui vont se rendre dans les pourriels, tout ce qui est promotionnel, par exemple, de d'autres entreprises, même si c'est des infolettes auxquelles je me suis abonnée. Alors qu'avant, elles se rendaient toutes dans ma boîte de réception. Puis, est-ce que si le mot est dans une image, si c'est pas textuel, est-ce que ça peut aider à une Dans le question de Chantal ici? Chantal, je ne sais pas si tu fais référence au alt texte d'une image, par exemple, ou si tu parles plutôt d'intégrer le texte dans une image. Je pense que c'est Si plus d'intégrer le texte dans une image que le texte alternatif. À ce moment-là, non, il n'y a aucun impact. Dans le fond, ils ne seront pas capables d'identifier qu'est-ce qui est écrit dans l'image. C'est quand même pas quelque chose qu'on recommande de faire constamment parce que si les gens cliquent qui ne veulent pas télécharger les images en pièce jointe, ils ne verront pas ce qui est écrit dans vos images. Il y a seulement le texte qui va apparaître. Donc, d'habitude, les images, c'est surtout pour agrémenter ou rendre la lecture plus intéressante, que ce soit moins du texte, bref, faire un mélange de visuel et de texte ou pour mieux comprendre votre texte. Mais en général, je ne recommande pas que votre texte soit tout dans une image. Donc, Good. voilà. Et le dernier conseil, ben, je l'ai mentionné plus tôt, mais c'est d'avoir une adresse courriel professionnelle plutôt qu'une adresse courriel personnelle. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le webinaire d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, il reste encore quelques minutes qui disent On a que une petite question intéressant. ici, Hotmail. Oui. Hotmail, est-ce qu'il y a un impact? Hotmail n'est pas mis les mêmes exigences que Gmail et Yahoo pour le moment, mais je ne serais pas surprise si Hotmail décide aussi d'emboîter le pas. Ça reste que on recommande quand même de faire les mêmes actions que Gmail et Yahoo demandent, ou du moins d'avoir une adresse courriel professionnelle. Ça reste toujours des bonnes pratiques à mettre en place lorsque vous faites des infolettes à partir d'une entreprise. Good. Je pense qu'on n'a pas le lien vidéo YouTube, la chaîne YouTube sur de Cyber Impact. Cherchez Cyber Impact sur YouTube, vous allez rapidement trouver. Sinon, peut-être qu'on pourrait ajouter le lien dans le courriel qu'on va vous envoyer par la suite pour l'enregistrement. Euh, Comment on fait pour vider nos désabonnés dans Cyber Impact? Pour ça, je vous conseille vraiment soit d'aller voir dans le FAQ de Cyber Impact qui est dans ressources ou de demander à quelqu'un dans le chat. Ils vont pas t'envoyer une capture de où est-ce que tu dois aller précisément parce que je n'ai pas l'application ouverte devant moi, donc je ne peux pas te dire les bons mots exacts des emplacements où tu dois aller. Désolée. Pas de problème, je pense que. Merci, Louise. Donc, sinon, je vois pas d'autres questions. Ah oui, Chantal, est-ce qu'on devrait recommander à nos clients Yahoo et Gmail de faire une action s'ils veulent recevoir nos courriels? Est-ce que de l'autre côté,
De l'autre côté, non, je pense pas nécessairement qu'ils ont une action à entreprendre, là. Ces exigences-là, c'est vraiment en tant qu'expéditeur, donc les gens qui envoient les courriels et non ceux qui reçoivent les courriels. Génial. Excellent. Ben, merci à tous pour votre participation. C'est toujours le fun de voir quand vous avez des questions. Puis, comme j'ai mentionné, si vous avez besoin d'accompagnement, ceux qui sont clients Cyber Impact, allez dans le chat. Si vous êtes avec un autre expéditeur ou un autre logiciel pour faire vos envois, j'imagine que le meilleur, c'est de les contacter aussi pour savoir quoi mettre en place. Non, C'est le meilleur, différent. c'est de venir chez Cyber Impact. C'est ça, ou d'essayer de venir chez Cyber Impact parce qu'on offre un très bon service à la clientèle pour nos clients. Ça peut être une bonne raison. Génial. Donc, merci Chloé, c'est très intéressant. J'ai vraiment apprécié la présentation, vraiment des petites pépites ici et là. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous allez avoir nos coordonnées dans le courriel qui va suivre avec l'enregistrement également. Gênez-vous pas de nous contacter. Puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir Merci assisté. tout le monde. Bonne journée. Bye Au bye. revoir.